Bien, bonjour à tous. Désolé de ce léger retard, les affres de l'informatique et du direct. Bonjour François, merci Bonjour d'être là Jérôme. avec nous. Ravi de vous accueillir. On attend Catherine Touvray d'une seconde à l'autre. Voilà, il y a des problèmes informatiques, mais elle va pouvoir nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, je vous propose de commencer avec vous, François, et puis évidemment, nous accepterons et nous, voilà, la voilà qui arrive, je crois. Catherine Touvray, qui nous a fait aussi le plaisir de participer à ce grand live. Juste quelques mots d'introduction. Bonjour Catherine, je suis ravi de vous voir apparaître. Voilà, c'est un miracle, mais on est réussi. Voilà. L'idée, donc, du coup, je vais juste présenter rapidement le grand défi pour ceux qui ne connaissent pas véritablement. Puis après, nous aurons une discussion tous les trois autour de ce que vous faites dans vos entreprises respectives et de votre engagement auprès du grand défi. Donc, le grand défi, je rappelle simplement, il va commencer opérationnellement à partir de janvier 2022 et se dérouler sur toute l'année 2022. Une première phase qu'on appelle la grande consultation, où on va rassembler une centaine d'acteurs, de réseaux d'entreprises, d'organisations dédiées à la transformation, de réseaux d'étudiants, d'institutions. Je ne vais pas tous les citer, ça va de l'OFB en passant par des héros dont on reparlera sur voilà, Impact France, etc., etc. Le WWF qui vient de nous rejoindre aussi. Ensuite, après cette grande consultation, eh bien, nous aurons la deuxième phase où 150 représentants d'entreprises tirés au sort, inspirés, enrichis par cette consultation, eh bien, vont travailler pendant 6 mois à Paris et en région, notamment en région Occitanie, dans la métropole nantaise et d'autres que nous annoncerons très très vite pour faire émerger sans proposition d'actions prioritaires, eh bien, pour accélérer finalement la transformation de l'entreprise, en sens large du terme, et de l'économie. Et puis, troisième grande phase, ce sera la phase de la grande diffusion, en s'aidant évidemment de tous ses partenaires, parce que ce que nous voulons faire, c'est pas de faire un livre blanc avec 100 propositions, c'est que ces propositions qui seront très concrètes puissent être appliquées dans les réseaux d'entreprise, dans les entreprises, et on s'appuiera évidemment de tout le réseau de partenaires que nous avons constitué depuis un peu plus de 6 mois. Donc, ravi de discuter avec vous, de vous accueillir ici pour ce grand live que l'on fait à peu près toutes les 2 semaines ou un mois, où là, on va parler évidemment de la transformation effective des entreprises, puisque vous avez tous les deux engagé une transformation importante de vos organisations au regard des grands sujets environnementaux. Et avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, j'avais envie de vous demander de vous présenter tous les deux succinctement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Peut-être Catherine, si vous voulez commencer. Oui, je suis la dernière arrivée, donc encore une fois, toutes mes excuses et puis très heureuse d'être avec vous, François et Jérôme. Donc, moi, je dirige Harmonie Mutuelle. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis engagée dans le monde mutualiste, hein, qui est un monde intéressant pour une dimension que je voulais souligner à l'heure où on parle beaucoup d'impact, c'est le sujet des parties prenantes, hein, puisque nous avons en notre sein une dynamique un petit peu spécifique qui nous fait associer des experts et des messieurs et mesdames tout le monde qui trouvent des consensus pour avancer. Donc, ça me semblait utile de préciser ça. Et donc, effectivement, je suis assez convaincue de l'importance maintenant de nous engager dans ces transitions pour les générations futures, pour nos responsabilités individuelles de dirigeants en tant que citoyens qui ont peut-être des moyens d'action un peu supérieurs à d'autres, ou en tous les cas en théorie, à nous de les exercer. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour laquelle on a demandé. Merci Catherine. Et vous, François, qui êtes-vous? François Guérin, moi je suis président, directeur général de CETI. CETI, c'est une entreprise, ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qui son siège est basé dans l'Ouest, et nous sommes un industriel français avec 7 usines sur le territoire français. On est fabricant de portes, de fenêtres, de systèmes photovoltaïques. Et notre modèle est engagé depuis très longtemps sur la RSE, avec une mutation récente vers l'entreprise à mission. Donc, c'est une longue histoire, cet engagement. Et il se traduit aussi par un engagement associatif.
puisque sur le territoire, nous sommes engagés très fortement dans DRO, dirigeants responsables de l'Ouest, dont j'ai eu la présidence. Fournier, à laquelle le président nous écoute d'ailleurs. Voilà. J'étais le président 3 ans et Lionel en est actuellement le président. Et on a initié le déploiement de DRO sur d'autres territoires et j'ai pris la présidence de ce collectif des territoires DRO. On est aujourd'hui 4 territoires engagés et j'espère qu'il y en aura bientôt d'autres. Voilà. Toute la France. Oui, pourquoi pas. Donc, il faudra changer de nom. Il faudra changer de nom. Ah oui. Le dirigeant responsable de l'Ouest, il faudra trouver DRF, remplacer le haut par quelque chose d'autre. Par la France, peut-être, on verra. Merci de cette introduction, en quelque sorte. Alors, j'aimerais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Question un peu large pour commencer. Où chacune des entreprises, où en êtes-vous dans ce chemin de transformation que vous avez pris? Parce que toutes les entreprises sont dans ce chemin à des étapes différentes de l'engagement, mais c'est ça aussi qu'on veut favoriser dans le grand défi, c'est-à-dire travailler avec des entreprises qui ont à des étapes de cette transformation qui est différente. Allez, on va changer, je vais demander à François, par exemple. Alors, j'essaie de faire un petit résumé un peu rapide des grandes étapes, mais on a démarré il y a une quinzaine d'années, c'est la démarche RSE. Alors, au début, ça se faisait un peu sans le dire. On va dire que le mot responsabilité a toujours été au cœur de la façon de penser, de manager ou de piloter l'entreprise. Et on attaque au début par des sujets qui ne sont peut-être pas au cœur du modèle. Et puis, plus la démarche RSE s'est ancrée, structurée, et bien plus on a mis la RSE au cœur du modèle de l'entreprise. Ce qui est bien que petit à petit, et bien effectivement, ça vous transforme, parce que ça transforme, bien sûr, ça fait évoluer les pratiques managériales, ça fait évoluer la gouvernance, ça fait évoluer l'actionnariat, et ça fait évoluer aussi les produits et les process que vous mettez en œuvre. Et tout ça a abouti récemment sur la bascule sur l'entreprise à mission, parce que je pense que… Ce qui vous rapproche tous les deux, d'ailleurs. Ouais. Comment ? Ce qui vous rapproche tous les deux. Exactement, oui. Et parce que la RSE, tant qu'on en fait et qu'elle est certes inscrite au cœur du modèle, néanmoins, elle peut être considérée par moment comme une variable d'ajustement. Et je pense qu'on a la chance en France, là, et ça existe dans d'autres pays, mais on a créé avec la loi Pacte, le statut d'entreprise à mission, qui vient en quelque sorte sanctuariser l'engagement à travers la raison d'être et les objectifs et qui constituent la mission. On vient le sanctuariser dans les statuts de l'entreprise et c'est ce qu'on a fait. Donc on est aujourd'hui dans une voie encore beaucoup plus intégrée dans l'entreprise et on a fait encore bouger et l'actionnariat et la gouvernance avec des objectifs très ambitieux, une démarche très concrète pour vraiment continuer sur ce chemin de la transformation. Ça, je me permets du coup de rebondir parce que je voulais qu'on aborde le sujet. Et vous avez parlé tout à l'heure de gouvernance et de capital. Et en particulier dans le capital, vous avez fait, depuis une dizaine d'années, je crois, profondément évoluer votre capital. Alors, le capital était détenu majoritairement par Yann Rolland, ancien président de l'entreprise. Et puis, Yann avait introduit l'actionnariat salarié. Nous avions 200 salariés actionnaires. Et puis, on a fait une évolution de l'actionnariat au 30 juin, où Yann m'a transmis la présidence de l'entreprise. Et j'ai fait donc un montage qui associait plusieurs choses. D'abord, je tiens à souligner que Yann Rolland a permis ce montage avec une action très concrète et extrêmement forte. C'est qu'il a donné 40% de ses titres à une fondation actionnariale. C'est un don qu'il fait à une fondation qu'il a créée, qui va détenir un tiers du capital, et cette fondation a des buts philanthropiques, notamment le soutien des femmes en précarité ou développer des formes d'éducation alternatives pour les gens qui sont en échec dans le système scolaire traditionnel. Le deuxième tiers, c'est moi, le management et les salariés. Et nous sommes à peu près un peu plus de 50% de salariés actionnaires sur les 1300 salariés. Et puis enfin, un troisième tiers, et je voulais des fonds, mais des fonds engagés, des fonds alignés sur l'entreprise. Et pour ça, on a retenu 3 fonds. Un fonds impact, nativement impact, un fonds engagé sur la transition énergétique, et un fonds qui nous a toujours accompagnés, qui est un fonds historique régional, mais qui a toujours aussi une vision long terme de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle structure actionnariale qui est, je pense, assez unique et innovante, parce qu'on associe une fondation, on associe de l'actionnariat salarié massif
et on associe des fonds à impact et des fonds engagés. Et tout ça, on l'a fait en même temps que l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte une stabilité, je pense, et puis une capacité de vision long terme, notamment? Alors, effectivement, ça apporte plusieurs choses. La fondation actionnariale, c'est effectivement un élément de stabilité. C'est ce qu'on voulait faire avec Yann, c'est comment assurer la transmission de l'entreprise sans qu'elle passe entre les mains de financiers et que, en fait, on garde le contrôle totalement de l'entreprise. Et plus l'entreprise est grande, et on a quand même atteint une certaine taille, plus ce genre de sujet est complexe, parce que vous avez une valorisation importante. Donc la fondation est venue se donner ce socle actionnarial. Deuxième chose, on a boosté l'actionnariat salarié, de telle sorte que là aussi, ça crée un deuxième socle stable. Bien sûr, il y aura des entrants et des sortants, mais ça ne sera pas, je dirais, d'un seul coup. On va gérer tout ça dans le temps. Et donc, les troisième socle nous amènent des fonds qui amortent une vision stratégique. Et tout ça, regroupé dans une gouvernance, on va retrouver ces acteurs. Eh bien, je pense qu'on constitue quelque chose de beaucoup plus aussi ouvert. Vous avez des salariés qui contribuent, en plus de leur travail, qui contribuent aussi à l'impact stratégique. Vous avez les fonds qui, parce qu'ils sont alignés sur les enjeux stratégiques de l'entreprise, participent aussi à cette évolution, à cette transformation. Et la fondation qui aussi, par son regard philanthropique, contribue à alimenter la mission de l'entreprise. Donc tout ça, je pense que crée un ensemble qui c'est ce qu'on souhaitait, hein, qui ouvre l'entreprise. Voilà. Au lieu d'avoir un actionnariat ou une gouvernance très auto-centrée sur un actionnaire ou 2-3 actionnaires, on a ouvert pour avoir vraiment un regard 360. Merci François. Alors même question d'une certaine façon à Harmonie Mutuelle, qui est évidemment une entreprise d'un statut, avec des modes de fonctionnement différents, mais qui est aussi très engagée dans cette transition, dans cette transformation. Alors où en êtes-vous? Oui, effectivement, on est parti d'un point très très différent avec une chance qu'on avait historiquement, c'est celle du long terme, parce qu'effectivement, pour s'engager dans ce qui nous occupe dans cette discussion, il faut avoir une possibilité de raisonner à long terme. À 3 mois, ça va être très compliqué, donc c'est très intéressant ce que vient d'expliquer François, se donner cette possibilité du long terme. Donc nous, on l'avait historiquement. On a une double caractéristique en fait. Hein. On est à la fois un employeur, bien évidemment, un agent économique avec nos salariés, notre chiffre d'affaires, etc. Et puis on est également dans notre métier un observateur de 65-66 000 entreprises clientes dans lesquelles il se passe un certain nombre de choses qui ont à voir avec la santé des salariés. Et je pense qu'on sait tous aujourd'hui qu'on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail, voire même pour certains de bonheur au travail, etc. Et on n'a jamais eu autant d'absentéisme, puisqu'on prend 1 point d'absentéisme par an en France, c'est assez inexorable. Et on voit assez bien aujourd'hui que les enjeux non seulement de recrutement, mais de maintien des talents, et des salariés en général, d'ailleurs, sont un problème absolument capital. Et si on ne décentre pas notre regard, on voit bien que les solutions, entre guillemets, classiques ne trouvent pas de réponse. Donc, ça, c'est un entrant de la réflexion extrêmement important. Et du coup, puisque nous sommes historiquement un acteur de santé global, hein, au-delà de la complémentaire santé et de la prévoyance, on a beaucoup de filiales qui agissent sur voilà, la santé à proprement parler, donc je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais et du coup la question de comment on s'engage dans les transitions avec cet enjeu de santé qu'on a très bien vu pendant le Covid. La santé, c'est pas simplement le système de soins, c'est en fait un ensemble de facteurs. Donc certains parlent de triple performance environnementale, sociale, économique, qui associé à la question de la santé, forme un cercle soit vicieux, soit vertueux. Et nous, notre conviction, c'est que ça peut être un cercle vertueux, justement. Excusez-moi. Et du coup, cette question de l'environnement et du lien avec la santé, aujourd'hui, on parle de santé environnementale, mais ça paraissait, on était des huluberlus quand on utilisait ce terme-là il y a même 10 ans. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et donc, voilà, comment dire, ce métier que nous
réalisons, on voit bien, va muter profondément dans les années qui viennent. Le fait qu'on soit une mutuelle et donc notre caractéristique, c'est de répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas correctement couverts. Hein, donc, puis ensuite, ça se généralise, ça tombe dans le trou commun et puis on recommence sur d'autres besoins sociaux, etc. Et donc, quels sont les besoins sociaux de demain? Donc, on a la santé environnementale, on a tous les enjeux de capital humain dans les entreprises et puis les enjeux économiques. Et ça, c'est la sécurité sociale, la sécurité financière, en fait. Hein. Et donc, c'était une forme pour nous d'évidence que si on voulait préparer notre position, nos métiers de demain, au-delà de notre conscience d'entreprise citoyenne, on va dire, on devait s'engager dans ces dimensions-là. Donc, on a décidé de devenir entreprise à mission après un petit débat, en fait, en 2019. Voilà, quand on est mutuelle, est-ce qu'on n'est pas à mission par nature, enfin ce genre par nature. Oui, mais après, il y a des éléments concrets. Voilà. Mais la grosse différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une mutuelle, elle n'a qu'une seule partie prenante, c'est les adhérents. Alors que dans l'entreprise à mission, on a bien cette logique d'écosystème 360 qui est une des grosses caractéristiques de comment on va régler les questions, comment on va passer aux actes aujourd'hui et demain. Personne ne le fera tout seul. Enfin, François, vous le disiez d'une autre façon tout à l'heure. Voilà, on est en train de vivre mai 68 puissance 5. Moi, j'aime beaucoup cette expression de Jean Viard. Et donc, on résoudra les problèmes qu'en écosystème. Donc, on a décidé de s'engager dans l'entreprise à mission. En 2020, pardon, on a fait adopter cette décision par l'Assemblée générale et en 2021, c'est tout neuf, en juillet, on a fait adopter une nouvelle raison d'être qui fait le lien avec nos métiers et les ambitions telles que je viens de les évoquer. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez que j'en parle maintenant ou plus tard. Non, peut-être qu'on reviendra sur l'entreprise à mission plus concrètement, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais qu'on insiste un petit peu. J'avais envie de vous demander, il me semble que, en fait, finalement, ce qui est sous-jacent au grand défi avec toute cette transformation, c'est que s'impose à l'entreprise s'impose elle-même, je ne sais pas, de nouvelles responsabilités et presque un nouveau rôle. Alors justement, Catherine et François, comment vous voyez pour vous, comment vous définissez cette nouvelle ou ces nouvelles responsabilités de l'entreprise et le nouveau rôle qu'elle doit jouer dans la société, probablement en interne et en externe? Si ma question est claire. Peut-être pour démarrer, on parlait de RSE. La RSE, c'était finalement, je produis des effets négatifs et j'essaie de les traiter. Ils étaient plus ou moins quantifiés, hein, peut-être plus en matière environnementale que sur d'autres sujets, je ne sais pas. Et aujourd'hui, climat que biodiversité probablement. Voilà, et en plus, effectivement, donc c'était une vision quand même partielle, même si elle a permis de démarrer. Et aujourd'hui, cette notion d'impact, c'est un cran de plus. Je ne fais pas que prendre en compte l'externalité négative, mais je suis un acteur qui a des moyens et qui est capable d'aider en fait, la société dans une transition, dans des transitions de multiples ordres. Et c'est une question vraiment d'éthique et d'exigence qui devient générale. Donc, voilà, un peu comment moi je positionnerais les marches en fait. François, par rapport à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Catherine sur cette vision-là. Je rajouterai un point, c'est que la RSE nous a aidés sur la question du comment améliorer nos impacts. L'entreprise à mission, elle va plus loin, elle passe au cran au-dessus, elle pose la question du quoi. En gros, qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et quand on se pose cette question-là, effectivement, c'est plus comment on va traiter nos produits, nos services, comment on va améliorer les choses. Non, c'est est-ce qu'à la base, déjà, ce que l'on fait contribue à l'intérêt général, et après, de la façon dont on le fait, on peut y mettre tous les ingrédients d'une démarche RSE pour encore améliorer les impacts. Mais la question, elle remonte d'un cran. Et ça veut dire que tous les choix que l'on fait stratégiques, je pense au niveau d'une entreprise, hein, d'innovation, de moyens industriels, d'acquisition, de développement géographique, se posent la question, est-ce que ça rentre dans ma mission? Et finalement, est-ce que ça sert, cette mission, et l'intérêt collectif? Et c'est plus uniquement est-ce que ça sert à l'intérêt de l'entreprise, et puis après, on va regarder comment on va traiter les impacts. Donc, ouais, c'est vraiment une question qui est à la source. Et moi, je trouve que la puissance de ce modèle-là, c'est que c'est un vrai cap, c'est une vraie boussole
qui nous permet à chaque fois qu'on a un carrefour stratégique décisionnel, c'est de faire le bon choix. Parce que si on n'a pas cette boussole, des fois, on est un peu perdu. Est-ce que ça vous pousse, François, parfois à faire des arbitrages où vous pourriez être amené à renoncer à des activités parce que celles-ci ne rentrent pas dans votre raison d'être, en quelque sorte, dans votre mission, et où ces impacts sont trop négatifs, donc on y renonce? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas créer de nouvelles activités qui vont créer des impacts négatifs qui ne sont pas alignés avec la mission. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est une première question. Déjà, s'il y a des innovations qui alimentent des activités qui produisent de l'impact négatif sans servir un intérêt collectif, ça n'a aucun intérêt. On ne le fait pas. Oui, alors, c'est des réflexions que l'on a. Par exemple, je cite juste un exemple. On parle de monde connecté partout. Alors, les IoT, les objets connectés, très bien, mais si on se met tous à avoir partout des objets connectés, l'impact pour la planète, ça va être terrible. Donc nous, on ne regarde ce sujet-là que si vraiment ça apporte des usages fondamentaux et qui créent de l'impact vraiment positif. Sinon, ça, on ne fait pas. Et je vois souvent trop de gens qui vont vers « super, on a sorti la version connectée du produit classique, il était pas... » Mais à quoi ça sert? Donc, on ne va pas aller vers systématiquement cette forme de pensée unique qui consiste à toujours enchérir le produit pour faire quoi à la fin. Et puis, deuxième chose, il y a les activités existantes. Et c'est toute la difficulté d'industriels comme nous. C'est que nous, on a des activités qui ont un impact. Comment on les traite? Et ben là, c'est vrai que c'est plus complexe parce qu'on ne peut pas changer les produits ou les process du jour au lendemain. Ben là, c'est une démarche. On conduit d'ailleurs une démarche bas carbone avec c'est une formation, c'est sur un collectif des héros d'entreprise où on travaille à plusieurs. Et là, il faut que les sujets chez nous les plus impactants, on les transforme dans une échelle de temps suffisamment courte pour qu'il y ait de l'impact, mais pas trop courte pour qu'on ait le temps quand même de le faire. Mais ça veut dire que ces sujets sont regardés et d'ailleurs, on a fait un bilan carbone pour vraiment analyser et avoir un regard très lucide sur ça. Mais ça, je reviendrai sur le bilan carbone après, parce que c'est une question que je voulais poser à tous les deux. Sur l'entreprise à mission, même si vous avez commencé du coup en 2020, si je m'en souviens bien, Catherine, du coup, qu'est-ce que chez vous ça change? Qu'est-ce que ça fait bouger de devenir une entreprise à mission, cette voie d'engagement? Déjà, ça nous a amené à collectivement nous reposer ce que décrivait très bien François, quelle est notre mission, quelle est notre raison sociale, même plus que mission. Et donc, ça nous a amené à être plus déterminés, on va dire, dans la dimension environnementale. La dimension sociale était déjà très présente de par notre métier, mais la dimension environnementale l'était un petit peu moins. Donc ça, c'est une première conséquence bénéfique, on va dire, évidemment. Et puis la deuxième, c'est cette comment dire, implication enfin pas implication, mais cette obligation plutôt de clarifier nos objectifs, de les prendre publiquement et de se donner la contrainte qu'on apprécie, de se faire évaluer à la fois par le comité de mission, le comité des parties prenantes, comité de mission, et puis à la fois par cet organisme tiers indépendant, mais j'ai envie de dire c'est pas ça le plus important parce que ça peut être comme toutes les notations, les normes, etc. S'il y a que ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'implication de toute l'entreprise, que ce soit les 5000 salariés, les 2000 élus, et puis également donc ce comité des parties prenantes qui nous amène à faire ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait qu'on veut arrêter ou de nouveau qu'on ne fait pas encore, et si on a beaucoup de personnes impliquées à l'interne comme à l'externe, eh bien le passage à l'acte en est d'autant simplifié. Donc c'est vraiment ça qui nous a intéressés dans cette logique d'entreprise à mission. Et puis peut-être un dernier point qui semble important. Nous, on avait une question un peu stratégique qui était, si je la résume, comment on peut se prévaloir de l'ESS sans s'y enfermer.
parce que nos entreprises, ce sont des entreprises comme celle de Monsieur Guérin et d'autres, donc qui sont des entreprises traditionnelles qui chacune trouve leur voie. Et donc nous, on a cette clientèle-là, et on avait historiquement cette appartenance qu'on a toujours à l'ESS, avec parfois peut-être un petit sentiment de supériorité morale. Enfin, vous voyez, des ESS natifs. voilà. Et donc, on a beaucoup aimé justement ce que la loi Pacte permettait. Finalement, ce qui est important, c'est pas le statut, c'est pas des choses un peu statiques, mais c'est la dynamique d'action dans laquelle on s'engage. Et là, voilà, qu'on soit le CETI, qu'on soit le WWF, qu'on soit Harmonie Mutuelle, on a des objectifs communs. Et ça, c'est ce qui va permettre de changer les choses. Okay. Juste, vous avez parlé beaucoup de collectifs, évidemment, enfin d'approche collective. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qu'on défend beaucoup au Grand Défi, à la fois dans la façon de fonctionner en interne, dans la façon dont on va engager dans les 150 entreprises au sort, les représentants des salariés, des dirigeants, des financeurs. Comment vous faites vivre cette approche de transformation en interne chez Harmonie Mutuelle, Catherine? Comment vous arrivez à fédérer, en fait, finalement, parce que pour une entreprise pousse, on pense que c'est toutes les forces constituantes qu'il faut être amené à faire participer. Donc, comment vous arrivez à faire vivre ce projet de transformation? Déjà, la première chose, me semble-t-il, c'est que le projet doit être, compte tenu de son importance de changement, qui va se loger dans des grandes décisions et dans des toutes petites décisions quotidiennes aussi, c'est l'engagement de la direction générale, de la présidence. Donc ça, c'est un premier point. Et puis d'avoir un noyau dur de convaincus, d'hyper convaincus, qui vont être les agents de transformation dont on les a ambassadeurs de la démarche, presque. Et faire on l'a compris avec vous. Oui, voilà. Donc ça, c'est une première dimension. Et puis la deuxième, c'est de faire rentrer, entre guillemets, les parties prenantes externes dans l'entreprise. Et nous, on a par exemple une tradition qu'on appelle les Agora, où en fait, sur les territoires, partout en France, quasiment tous les jours, on a des groupes de discussion ouverts au public, qui sont entre 50 et 100 personnes, pas plus, parce qu'après on peut plus discuter, et sur des thématiques assez diverses. Et donc ça, on l'utilise aussi beaucoup pour à la fois apprendre, se poser des questions et puis trouver des moyens de passer à l'action. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si François, vous vouliez ajouter un petit sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a un niveau qui est extrêmement important, c'est si on veut que ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe dans la gouvernance, après, ça soit parfaitement aligné, c'est qu'il faut que cette gouvernance, elle incarne ça. Donc oui, on a créé un comité de mission qui intègre 2 salariés et qui intègre des salariés justement qui ont à la fois une dimension sociale forte par leur culture, je dirais, de l'entreprise depuis des années, et puis un autre qui a vraiment l'environnement dans les tripes. C'est un jeune qui est arrivé chez nous et qui a pris un rôle dans l'éco-innovation. Donc, présence des salariés, présence aussi de dirigeants externes très engagés qui nous amènent un regard externe, présence aussi des collectivités. Nous avons le premier maire adjoint de la ville de Nantes qui est présent aussi dans notre comité de mission. Un comité de mission, oui. Et je pense que c'est important, c'est parce qu'il nous amène cette dimension de c'est quoi l'impact de l'entreprise sur son territoire et comment tout ça s'irrigue bien dans les deux sens. Parce que je crois que le territoire irrigue l'entreprise et l'entreprise irrigue son territoire. Il faut que ça fonctionne bien dans les deux sens. Et dans le comité stratégique, qui est l'instance de gouvernance, de décision importante, là aussi, on a, je dirais, des représentants, des dirigeants externes, on a les salariés actionnaires qui sont représentés, et puis les fonds. Et tout ça, après, ça se décline dans une gouvernance chez nous où, au lieu de créer, je dirais, des comités dédiés à ces sujets de mission, on a constitué tout un ensemble d'indicateurs parfaitement mesurables qu'on peut suivre, qui sont déclinés en action et tout ça est réparti dans toutes les instances de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une instance où on ne peut pas évoquer ces sujets-là. Si vous faites de l'innovation, vous avez des enjeux qui sont en lien avec le comité de mission. Si vous êtes dans des aspects sociaux, vous avez des sujets. Si vous êtes dans des aspects industriels aussi, personne aucun ne peut passer à côté parce que tout ça, ces indicateurs, ces actions sont déclinés dans toutes les instances
parce que chacun, en fait, a un rôle. Chacun a un rôle sur ce sujet. Merci François. Vous avez basculé quand, François, en entreprise à mission? La bascule officielle, c'est le 30 juin, vous voyez, c'est très récent. Mais en fait, un certain nombre dans toutes nos démarches RSE, et oui, puis derrière, il y a une sorte de continuité. Oui, ça fait 15 ans. En puissance, voilà. D'accord. Merci. Autre point, c'est-à-dire, vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, François, presque en introduction, mais le grand défi, il vise à arriver finalement aussi à des propositions extrêmement concrètes, et à la fois dans les actions à mener et dans la façon dont de favoriser que les entreprises les mènent, ces actions. Et il y a une action que vous avez citée tout à l'heure qui était la réalisation du bilan carbone. Je ne sais pas si, Catherine, vous l'avez fait aussi, ce bilan, chez Harmonie Mutuelle. Donc, je n'ai pas la réponse. Oui. Et alors, je voulais savoir, en fait, deux choses. On va s'attacher beaucoup au grand défi aussi à faire émerger les freins, ce qui empêche les entreprises d'avancer plus vite, parce qu'il y en a en interne, en externe. Vous, première question sur le bilan carbone, est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, que ce soit dans une entreprise de taille intermédiaire ou une grosse organisation comme Harmonie Mutuelle, qui ont freiné en fait cette mise en place de ce bilan carbone? Catherine, vous laisse démarrer. Donc, j'ai pas eu conscience que des freins soient et poser des difficultés, mais Lionel Fournier, dont vous parliez tout à l'heure, qui est très impliqué chez DRO, a été très convaincant. Donc, ça s'est décidé de façon assez simple. Ensuite, ce qui est plus délicat, c'est nous, on a voulu le faire en scope 3, à Mont-Aval. On est financeur, donc on peut avoir un impact sur les choix d'achat ou de modalités de soins que nos adhérents décident d'avoir. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais on commence à intégrer ça. Et donc la principale difficulté, mais le bilan carbone s'est fait rapidement quand même, ça a été de se mettre d'accord sur des modalités en fait. Et est-ce que la méthode est robuste au sens où c'est celle-là qui s'appliquera à tout notre secteur d'activité? On ne sait pas encore vraiment, mais c'est pas très grave, puisque ce qui est important, c'est de se donner un point de départ et des démarches de progrès. Donc aujourd'hui, on sait qu'on dépense entre guillemets 160 € de carbone par an par personne protégée. Donc on va le suivre maintenant, et ça nous amène à dialoguer encore une fois avec les filières amont et aval. Et peut-être le point de difficulté actuel, c'est de ne pas avoir encore beaucoup de points de comparaison, mais on attend avec impatience que les autres opérateurs du secteur fassent la même chose, pour qu'on puisse un peu se benchmarker. Voilà. François, chez vous, comment ça s'est passé? Ouais, nous, on avait fait il y a 10 ans l'analyse complète du cycle de vie de nos produits pour engager un cycle d'éco-conception. Donc, en faisant cet ACV, on avait un bilan carbone, et on avait même déduit un certain nombre d'indicateurs qui nous ont portés pendant des années sur toute la démarche d'éco-conception, et à chaque nouveau produit, on devait réduire l'impact. Voilà. Bon, sauf que l'entreprise a beaucoup grandi, ça a bougé, il y a des tas de choses, ça. Donc on a voulu faire un T0 complètement à jour, parce qu'on avait petit à petit, je dirais, nos référentiels avaient trop bougé. Donc on a refait ce bilan carbone. J'ai pas de, je dirais, il n'y a pas eu de frein spécifique. Maintenant, on a le bilan, on a le résultat. Là, je dirais, on rentre dans le dur, on rentre dans les actions. On va faire maintenant. Moi, je n'ai pas de problème à partager des chiffres, mais voilà, grosso modo, nous sommes une entreprise où on a un impact carbone de 100 000 tonnes. Donc, ce n'est pas rien. Parce qu'on est des industriels et que forcément, il y a des postes qui sont impactants. Et on arrive aussi à notre deuxième chiffre qui est quand même marquant, c'est 85% de notre impact carbone, ce sont les intrants, c'est-à-dire ce qu'on achète. Et ce qui est la moyenne assez représentative de l'industrie. C'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant, parce que ne faut pas qu'on se trompe de cible. Il y a 15%, ce sont nos process, nos transports, nos bâtiments, voilà, tout ça. Et puis à l'intérieur de tout ça, par exemple, si vous regardez le transport, le fret pour transporter nos produits, et ça va être de l'ordre de 2-3%. Et par contre, vous avez des matériaux qu'on achète pour fabriquer des produits qui, eux, pèsent beaucoup plus lourd.
Et donc, tout ça, ça permet quand même de prioriser. Et c'est là où, effectivement, on va rentrer dans le dur et dans des actions fortes. C'est quand vous avez certains matériaux que vous ne pouvez pas remplacer du jour au lendemain, ça veut dire que là, dans les démarches de sourcing, d'éco-conception, c'est des actions fortes qui vont être engagées. Et en écosystème, c'est en travaillant avec votre écosystème que vous y arriverez là aussi. Exactement, ouais. Donc, ce bilan carbone, ça nous permet quand même d'y voir très clair et de savoir où il faut travailler aussi. Je ne sais pas ce que c'était. Oui, absolument. Merci François. Alors, je tiens à dire que si vous voulez poser des questions, chers auditeurs, vous pouvez les écrire dans le chat. Je pourrais les regarder et donc on pourra les regarder et les poser à François et Catherine. Le temps avance, donc on va essayer de tenir le délai, le temps d'arrêt qu'on s'était défini au début. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en attendant cette fin. Mais j'aurais posé une question d'abord à Catherine, mais Catherine, vous avez été l'une des premières entreprises, si ce n'est la première d'ailleurs, avec Lionel, à s'engager à nos côtés en devenant marraine, avec Harmonie Mutuelle, du grand défi. Je dirais, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous intéresse toujours, j'espère, dans cette démarche? Pourquoi vous avez choisi de nous soutenir? Parce que ce n'est pas une entreprise, vous aurez, je dirais, énormément de visibilité, c'est pour ça que vous le faites. Donc, qu'est-ce qui a été le moteur de cet engagement auprès de nous? C'est ce que j'essayais un petit peu de partager tout à l'heure, c'est le fait qu'on est sur un sujet de santé qui est par définition très lié aux écosystèmes, et que si on veut améliorer la santé de nos concitoyens, et c'est un sujet qui est, je pense, très net aujourd'hui, qui mérite plus de mobilisation, plus d'énergie, il faut arriver à fédérer. Seul, on ne va pas aller très loin, et donc cette démarche du grand défi qui cherche sur des ressorts vraiment participatifs à aller sur des sujets concrets et à motiver des passages à l'acte, parce que le plus difficile, c'est le passage à l'acte individuel et collectif. C'est vraiment ça qui nous a donné envie de nous engager, et puis d'apprendre aussi. Je veux quand même mentionner cet élément-là. On n'est pas tous au même degré de maturité, et on n'est surtout pas dans les mêmes environnements, et on sait bien que dans un monde qui change aussi vite qu'aujourd'hui, on apprend d'acteurs qui sont très différents et qui vont nous donner des idées pour, encore une fois, revisiter nos métiers et les faire différemment. Donc voilà, il y a à la fois cette dimension d'embarquement externe et puis à la fois cette volonté de progresser nous-mêmes. Et la dimension systémique qu'on essaie de pousser beaucoup au grand défi. François, vous êtes engagé au titre de DRO, notamment, puisque DRO est devenu là aussi l'un de nos premiers partenaires stratégiques, donc une organisation qui pousse sur cette transition ses membres et son réseau d'entreprises. Même question finalement, pourquoi aujourd'hui DRO, qui fait déjà des choses, a senti l'intérêt de s'embarquer, je dirais, dans une aventure collective? Cet engagement à travers des héros, c'est un engagement universel. Je dirais nous, on le fait à travers des héros, mais je crois que le but, c'est de le faire, c'est de massifier. Et l'initiative des grands défis, c'est ça aussi, c'est donner une résonance nationale, et peut-être même plus si des propositions vont au niveau européen. Absolument. Voire des petits au niveau européen, on verra bien après. Exactement, oui. Donc, moi, je crois fondamentalement à ça, c'est-à-dire qu'on joue collectif dans l'entreprise, on joue collectif sur le territoire à travers dirigeants responsables, territoire que l'on agrandit avec les autres territoires, puis on joue collectif avec toutes les forces qui ont envie de faire bouger les lignes, parce que je suis d'accord avec ce que disait Catherine, il y a des moments où on ne pourra pas tout faire tout seul, de façon isolée. Moi, je rêve que, je dirais aussi par les entreprises à mission, on crée des émules et qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis le collectif, on s'enrichit énormément. Moi, à la fois, je reviens d'événements ou de réunions des héros, c'est une bouffée d'énergie positive. Et le grand défi, je pense que contribuer, aider à ça, c'est aussi contribuer à un élan national de transformation, mais c'est tout le retour qu'on peut en avoir. Voilà. Et Virginie Resson-Victor, qui est avec toi, Jérôme, à la manœuvre, tout ça, est aussi notre présidente de comité de mission. Donc, et qui nous apporte beaucoup dans notre comité de mission.
par sa vision, je crois que c'était quand même plus que logique qu'on s'engage aussi. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de la fin, tous les deux, éventuellement, pour partager à nos auditeurs autour de votre engagement, autour de ce qu'on essaye de faire ensemble? Question qui va vous surprendre. Un mot de la fin, moi je crois, on a utilisé plusieurs mots importants. Il y a le mot responsabilité, il y a le mot impact, le mot collectif. Ouais, je crois que tous ces éléments-là vont faire partie en permanence de ce que va être la vie d'un dirigeant. C'est à chaque fois agir en responsabilité pour mesurer ses impacts et ne jamais avoir raison tout seul. Ça sera une entreprise sera ouverte et sera collective. Et parce que c'est une entreprise qui se donne une dimension d'intérêt collectif, elle ne peut pas avoir une gouvernance ou un actionnariat qui repose sur une seule personne, parce qu'il peut y avoir un risque de déviance vers l'intérêt, la défense de ses intérêts. Donc effectivement, je crois que ce monde-là, à impact positif, entraîne forcément des mutations sur la gouvernance et l'actionnariat. Et ça touche souvent des sujets sensibles dans les entreprises, mais je crois incontournable de se poser ces questions-là aussi. Oui. Peut-être en complément, moi j'insisterais sur cette idée de responsabilité que nous avons vis-à-vis des plus jeunes générations. On a un sujet qui est beaucoup poussé du point de vue générationnel, et donc si on veut être au rendez-vous, être aussi attractif et impactant, c'est en rejoignant ces formats d'action qu'on va l'être. Donc j'espère qu'on sera effectivement beaucoup plus nombreux. Combien on est de marraines entreprises? Marraines, vous êtes 16, je crois, officielles, et une vingtaine de façon plus officieuse, mais on est en train de vraiment passer à l'action pour en trouver beaucoup plus. Donc on a beaucoup d'entretiens, et je tiens à dire que on a encore beaucoup besoin de soutien et d'engagement de marraines. Donc si on voulait susciter des envies, n'hésitez pas. Oui, mais je trouve vraiment important, puis j'aime bien ce terme-là, par un marraine, c'est effectivement par rapport à ces jeunes générations que ça résonne aussi. Donc j'espère vraiment qu'on sera beaucoup plus nombreux, et que ce mouvement systémique, on va réussir à le faire. Peut-être si on a encore une minute, là, on a une action. Allez-y. Puis après, il y a une question à laquelle je vais m'efforcer de répondre. Donc, avec des héros, on a une expérimentation, pas plus qu'une expérimentation d'ailleurs, sur le travail rapproché sur le territoire nantais, parce qu'on parle beaucoup de télétravail aujourd'hui, mais qui est une obligation entre guillemets générée par la crise Covid, mais ça fait quand même des dizaines d'années que les salariés ont une question très concrète de comment j'ai moins de transport. Ils ne veulent pas télétravailler, ils veulent perdre moins de temps dans les transports, etc. Et donc, du coup, en se mettant en écosystème sur un territoire donné et en outillant un peu, donc pas trop digital, mais un peu quand même, eh bien, on peut donner aux salariés l'opportunité de travailler à l'extérieur de chez eux, mais à côté, dans une des entreprises qui s'est inscrite dans le réseau. Donc, j'aime bien cet exemple, il est tout simple, il est basique, et en même temps, il peut tellement changer la vie quotidienne et l'implication des salariés. Donc, et ça, il faut du monde autour de la table, autour de l'application. C'est ce que dit Jean Viard, vous le citiez tout à l'heure, c'est marrant, mais on a beaucoup travaillé avec lui aussi. Et c'est surtout de liquidité des territoires, en fait, en quelque sorte, qui est vraiment intéressant. Absolument. Alors, je réponds à une question double, si j'ai bien lu. Les moyens d'impliquer les entreprises françaises dans la démarche du grand défi à l'occasion des sessions de la grande délibération. Est-ce que vous pensez mobiliser les entreprises de la région autour d'un événement parallèle à la session, par exemple? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille dans les territoires avec toutes les forces ou les parties prenantes de ce territoire qui vont venir, dans un premier temps, pouvoir assister évidemment aux sessions de la grande délibération, qui vont pouvoir participer en amont à la grande consultation. Donc des acteurs de ces territoires vont pouvoir participer et donner leur avis, exprimer leurs freins, exprimer leurs propositions. Et puis il y a une deuxième partie qui est fondamentale, c'est la grande diffusion, c'est-à-dire que évidemment les territoires partenaires, on travaillera avec eux à partir du mois de septembre-octobre 2022 pour voir comment ces propositions vont être diffusées, appropriées
malaxé par les différents acteurs des territoires. Et on voit bien cet échelon qui est de plus en plus important dans la transition, qui est celui des territoires et du rapport entre les territoires et les acteurs économiques. Donc ça, oui, on va y travailler de façon très forte. Ensuite, elles se font les parents. Alors, et ensuite, là, si je comprends bien, c'est une question sur les organisations professionnelles ou les syndicats professionnels. Alors, on a déjà des syndicats de professionnels qui sont engagés. On va ajouter une semaine ou la semaine prochaine l'engagement d'un très gros acteur, syndicat, réseau professionnel, mais pas encore officiel. Mais donc, il va nous permettre de toucher des centaines, milliers d'entreprises. Et tous ces acteurs-là cet acteur en particulier va nous permettre aussi d'aller travailler avec des syndicats ou des organisations professionnelles. Et c'est vrai que dans la diffusion, ce qui est fondamental et ce qu'on voulait, c'est travailler avec un panel le plus large possible des entreprises. Et surtout pas travailler, même si on adore travailler avec Catherine et François, qu'avec des organisations qui nous ont complètement convaincus et en plus complètement engagés dans leur transition. Donc pour nous, avoir des centaines de milliers d'entreprises à un niveau de maturité sur ces enjeux qui soit très différent, c'est fondamental. Donc oui, on va travailler avec ces acteurs-là et la diffusion s'adressera à toutes ces catégories d'entreprises, de tous ces secteurs d'activité et aussi, peut-être prioritairement, en tout cas, avec des secteurs d'activité dans lesquels la transition, et on sait qu'il y en a certains, où la transition sera beaucoup plus compliquée parce que leur activité est touchée au cœur par cette question de l'impact écologique. Donc, bien sûr, et ce qu'on veut, c'est travailler avec toutes les entreprises, de toute taille, de tout territoire, et avec des organisations pour lesquelles, finalement, la transformation sera plus complexe que pour d'autres. J'espère avoir répondu à la question de LinkedIn User. Voilà, c'est comme ça. Je ne vois pas apparaître d'autres questions. Il est 13h56, donc nous avons à peu près tenu les délais. Merci beaucoup, vraiment à tous les deux d'avoir donné du temps et de connaissances, de votre expertise pour participer à ce grand live. On se retrouvera tous les trois, avec Virginie évidemment, et tous les engagés très vite voilà, pour les prochaines réunions. Je rappelle que la grande consultation commencera mi-janvier, au cours du mois de janvier, mi-janvier, et qui lancera opérationnellement tout le processus du grand défi. Donc merci à toutes et à tous, et puis à très vite. Au revoir. Merci et bonne chance au grand défi. Pardon. Merci.